établi en 1919, mettait en garde contre une possible domination juive sur les lieux saints en Palestine. À partir de 1920, toutes les terres qui étaient prises ou achetées par les sionistes étaient considérées comme des propriétés inaliénables du peuple juif. Et d'ailleurs, sur ces terres ne pouvaient pas travailler les ouvriers arabes. Et la principale centrale syndicale sioniste, l'Histadrout, n'acceptait pas les Arabes dans leur rang. Alors évidemment, cette boulimie de terre de la part des promoteurs du projet sioniste donne naissance à beaucoup de violence. De part et d'autre, il est vrai. Ce qui s'est passé, c'est que débordés par toutes ces violences, les Britanniques, donc, qui contrôlèrent la Palestine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, décidèrent de remettre ce délicat problème aux Nations Unies, parce qu'ils ne voyaient pas comment s'en sortir autrement. Il faut savoir aussi que les Britanniques, suite à la Deuxième Guerre mondiale, étaient ressortis très affaiblis, et qu'évidemment, ils devaient maintenir 100 000 hommes en Palestine pour juguler ces violences, donc plus que dans les Indes, 100 000 hommes. Il y avait déjà un rapport qui avait été établi par la commission Peel, faite en 1937, qui préconisait déjà un partage. Avant de trouver la solution qui soit la plus adéquate selon les Nations Unies, en juin 1947, il y aura une dernière commission qui alla enquêter sur place. C'était la commission spéciale des Nations Unies pour la Palestine. Malheureusement, cette commission fut boycottée par les leaders arabes et très bien encadrée par les leaders sionistes de l'agence juive. On rapporte même que, comme le président était suédois, ils ont trouvé un juif suédois qui l'accompagnait partout, qui lui a fait les traductions. Donc ils ont très très bien encadré cette agence. Les membres de cette agence ont été aussi grandement influencés par le sort des réfugiés et parce qu'il y a eu dans les camps de concentration. Donc ils ont préconisé finalement le partage. Cette solution sera soumise à l'Assemblée des Nations Unies et deviendra la célèbre résolution 181. Le vote allait avoir lieu le 29 novembre 1947. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que ce plan attribua 56% des terres aux sionistes, alors que les juifs à l'époque ne constituaient que 32% de la population. Parmi les 56% des terres, il y avait les plus fertiles, il y avait celles qui avaient également le tissu industriel de la Palestine. Le résultat du vote n'était pas d'avance acquis en faveur du partage. Alors, ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est que les Américains, qui dès 1942 ont repris le soutien au projet sioniste, c'est-à-dire qu'en 1942 il y a eu un changement de stratégie, les sionistes, au lieu de s'appuyer sur les Anglais, s'appuyèrent sur les Américains. Alors, les Américains ont fait des menaces sur certains pays pour qu'ils votent en faveur du partage. Par exemple, sur le Libéria. Ils ont dit à ce pays, c'était un tout petit pays en plus, comme vous le savez, alors ou vous votez pour le partage, ou on va couper vos projets d'aide, notamment au niveau du caoutchouc. La France a été fortement sollicitée, pourrait-on dire, par l'armée américaine pour voter en faveur du partage. Et la Grèce est aussi vue menacée. Donc finalement, le résultat du vote a eu lieu, et comme vous le savez, fut favorable à ce projet par 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions. Les Palestiniens, bien évidemment, on pourrait leur reprocher, mais en fait, ils ont rejeté ce plan. Ils n'avaient d'ailleurs pas été consultés. Ce qu'il est aussi bon de savoir, c'est que plusieurs leaders sionistes rejetèrent aussi ce plan parce que pas conforme à leurs ambitions territoriales, comme par exemple Menahem Begin. Ça, il faut aussi le savoir. Ben Gourion, lui, accepta ce plan, mais avec une idée en tête, c'est que c'était de continuer, dès l'acceptation de ce plan, et on va y venir, à annexer un maximum de terres. Il accepta ce plan, mais a très clairement dit à ses compagnons que si ce plan ne satisferait pas leurs revendications pour un État juif selon eux viable, alors à ce moment-là, ils annexeraient d'autres terres par la force. Donc c'était oui, dans un premier temps, on accepte, mais par la suite, on va continuer à faire ce qu'on veut de toute façon.
ce qu'il est très intéressant de savoir, c'est qu'entre novembre 47 et mai 48, 14 mai 48, date à laquelle le mandat devait se terminer, les sionistes décidèrent de s'accaparer du maximum de terre, avant même qu'une seule armée arabe ne bouge. Ça, il faut quand même savoir. Alors, ça a été fait principalement, pour résumer, c'était fait en deux plans. Tout d'abord, de décembre 47 à environ mars 48, c'était des raids menés essentiellement par les milices de la Haganah. C'était des raids, plus ou moins on ne peut pas dire qu'il y avait un maximum d'organisation, mais c'était des raids qui étaient faits de façon un peu éparse, qui étaient là pour effrayer les villageois arabes. Il y avait par exemple une chose qui était couramment appliquée à l'époque par les milices de la Ghana, c'était on rentrait dans un village arabe la nuit, on restait 3 heures, on tirait sur tout ce qui bougeait, et puis on repartait. Par la suite, il y eut en fait, et c'était le plan Dalet, que vous connaissez peut-être, il y eut en fait la volonté de faire partir le maximum d'Arabes et de détruire tous les villages palestiniens qui seraient établis sur la zone attribuée aux Israéliens. Ce plan de Dalet avait également pour but d'annexer des colonies juives qui étaient non reliées territorialement à la zone qui serait donnée aux Israéliens. Alors, c'était Ben Gourion lui-même qui présida ces réunions, qui affina ce plan. Il y avait d'ailleurs un certain nombre de réunions qui eurent lieu dans son domicile même. Et Joseph Weiss, qui fut l'un des initiateurs, le dit très clairement: la seule solution est de transférer les Arabes dans les pays voisins. Pas un seul village, pas une seule tribu ne doit rester. Donc à mon avis, c'est très clair. Donc pour eux, sans ce transfert, il n'est pas possible de créer un État juif. On a aussi vu que durant cette période où le plan Dalet était appliqué, les sionistes ont été très ingénieux, il faut quand même le reconnaître. D'abord, ils se sont appuyés sur un réseau d'espions qui datait des années 30 et qui avait infiltré la résistance palestinienne, et donc ils pouvaient les mettre au courant d'éventuelles agressions. Ils se sont aussi basés sur une liste de cartes et de villages, c'est-à-dire qu'ils ont établi une topographie de tous les villages et de tous les villages palestiniens. Donc c'était des cartes extrêmement détaillées qui comprenaient le nombre d'habitants, le nombre d'arbres, le nom des imams, les voies d'accès, les ressources, la qualité des terres, l'âge des habitants et le nom de ceux qui avaient participé à la Grande Révolte arabe de 1936. Donc ils savaient très bien à qui est-ce qu'ils avaient affaire, et lorsqu'ils attaquaient ces villages, et ben, les gens qui s'étaient engagés dans la révolution arabe de 1936 ou qui luttaient contre les sionistes étaient immédiatement exécutés. Donc bien évidemment, pour réaliser ce plan, il y a eu des raids terribles qui ont été commis sur plusieurs villes et villages palestiniens. Je vais simplement vous narrer celui qui a eu lieu à Haïfa, et pour ça je vais vous citer Ilan Pappé, que vous connaissez tous. Donc par rapport à Haïfa, leurs soldats faisaient d'évaluer des barils bourrés d'explosifs et d'énormes boules d'acier dans les quartiers résidentiels arabes. Ils versaient dans les rues un mélange d'huile et de fioul, puis mettaient le feu. Quand les habitants palestiniens pris de panique sortaient précipitamment de leurs maisons pour tenter d'éteindre ces rivières de flammes, ils étaient fauchés à la mitrailleuse. La Haganah avait amené à réparer dans les garages palestiniens des voitures chargées d'explosifs et de détonateurs. Elles avaient aussi semé la mort. Une unité spéciale de la Haganah, l'Aube, était derrière ce type d'attaque. Elle était composée de Mistarvim. C'était les Juifs qui se déguisaient en Palestiniens. Donc ça, c'est bien écrit par Ilan Pappé, qui est un éminent historien et militant israélien pour la paix. Voilà, donc il y a également eu le problème d'Ariasim que vous connaissez tous, qui est par la suite devenu un peu un village martyr, l'icône vraiment du martyr.